Alors, je pense que ces universités, à ce stade, ont sans doute bien d'autres utilités, mais elles n'ont pas la langue de bois. Donc, ça nous permet de voir de quoi est fait le monde. Et je rappelle que quand on fait un événement comme ça, on a besoin de tous être ensemble, on devient porte-parole pour nos organisations. Parce que sans intelligence collective, on fait des bêtises individuelles qui coûtent à tous, évidemment, ce que peuvent coûter les bêtises. Donc, on n'a plus de temps pour trop de bêtises. Donc, je trouve que ton illustration était importante. La deuxième chose, c'est qu'en matière d'engagement, je crois que c'était une belle illustration. À un moment, s'engager, c'est agir, et agir dans un réseau. Et donc, en fait, E5T, c'est mettre à votre disposition ce réseau, c'est se donner l'opportunité de se rencontrer, parce qu'en discutant, les gens comprennent. Sinon, on se retrouve avec les Yaka, les Taiseux et les Pumas, et c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc, merci pour cette façon d'illustrer qui parle de l'expérience et qui est aussi importante à enregistrer, parce que si on ne vous transmet pas ça, bon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est Einstein qui l'a dit, c'est pas moi, on se retrouve dans des situations qu'on ne veut plus voir. Donc, merci de partager ça. Alors moi, j'ai un sujet à animer qui est les nouvelles routes maritimes, nouveaux défis écologiques. Alors, le défi, c'est que j'en ai plein en quatorzaine, donc je vais animer. Mais François va me rejoindre parce qu'on voulait juste vous rappeler ensemble que j'avais pas dit des bêtises ce matin, mais j'ai besoin d'un spécialiste qui veille sur moi parce que, à nouveau, hein, seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va plus loin parce qu'on sait plus de choses. Donc là, je suis en mesure de vous confirmer, parce que François l'a dit, que 90% des échanges commerciaux de la planète, Franck l'a répété, sont transportés par transport maritime. C'est 80 à 100 000 bateaux aujourd'hui qui sont concernés par la transition énergétique maritime. C'est 200 millions de tonnes de fioul lourd et donc 45% de la demande globale. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer, eh bien, effectivement, il y a ces nouvelles lois, tu en as parlé avec le soufre, mais aujourd'hui, sur ces 100 000 bateaux, à fin 2019, il y en a 170 propulsés au GNL, qui est un peu moins nocif, mais 200 bateaux en commande, il faut du temps, parce que ces bateaux, il faut les fabriquer, au-delà de les démanteler, qui est aussi un sujet. Et nous avons de la chance en France. De temps en temps, il faut faire des cocoricots, parce que si on ne se dit pas nous ce qui va, ce n'est pas les autres qui vont nous le dire. On a un leader, un pionnier dans ce domaine des bateaux, de la prise de décision de bateaux en GNL, c'est CMA CGM, qui devait être avec nous, mais qui n'est pas là. En tout cas, je me fais leur porte-parole parce que j'étais avec un de leurs représentants la semaine dernière à Marseille, et viennent de sortir aujourd'hui, le Jacques Sadet vient de sortir il y a quelques mois, un nouveau bateau qui est propulsé au GNL. Et je vous rappelle que CMA-CGM est le numéro 3 mondial du transport maritime, après des grands acteurs comme Maersk et MSC. Voilà, MSC, Cosco, Novatec, avec dans d'autres domaines. Donc, pour le coup, pas français, des Chinois. Voilà. Alors, ce qui m'importe sur ces nouvelles routes et ces nouvelles énergies, c'est finalement qu'on a beaucoup parlé, depuis nos dernières universités, de la route du Nord. Et la route du Nord, c'est quoi? C'est une route qui va passer par l'Arctique pour rejoindre les deux plus grands ports au monde, et je parle sous ton contrôle, arrête-moi si je dis des bêtises, hein, parce que c'est important, hein, que sont donc Shanghai et Rotterdam. Bon, vous allez me dire, peut-être que les choses vont évoluer, hein, parce qu'il y a des signes noirs, vous savez, c'est ces trucs qui arrivent qu'on n'attend pas, peut-être qu'on fera plus local, mais bon, tout ça, on verra l'année prochaine. Hein. Et donc, entre Shanghai et Rotterdam, en principe, on prenait la voie du Sud, donc par le sud de l'Inde et le fameux canal de Suez, pour arriver en mer Baltique et puis faire le tour. Et cette route-là, c'était 19 700 km, selon mes informations. Et quand on passe par le nord,
Donc, le détroit de Bering, la Norvège, eh bien, ont réduit cet trajet de 4 500 km, donc de 19 700 km à 15 100 km. Donc, plein de gens se sont écriés. Ben, génial, cette route-là, 4 500 km à moins, 2 semaines de temps à moins, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais la semaine dernière, lorsque j'étais à Marseille, avec les gens de CMAC, j'ai mis m'annonce tout de go. Nous, on a décidé qu'on n'allait pas prendre cette route-là. Et on affirme haut et fort que nos bateaux ne passeront pas par là. En même temps, vous avez des sociétés comme Maersk qui ont créé un bateau qui s'appelle le Ventas Maersk, qui est le premier bateau à avoir pris la route du Nord. Et ce Ventas Maersk, il a été construit en 2018. 200 mètres de long, 36 mètres de large. C'est une nouvelle génération de porte-containers. Et je vais peut-être vous surprendre, mais ce bateau transporte 3600 containers de poissons congelés et de marchandises diverses. Donc, quand on vous dit qu'il faut consommer plus local, something to think about. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et en fait, ce qui est encore plus curieux, c'est que le DG de Maersk, 5 ans plus tôt, c'est-à-dire en 2013, disait, l'ancien DG de Maersk, il a changé entre-temps, disait qu'il n'imaginait pas que cette nouvelle route maritime dans le Nord devienne une option commerciale avant au moins 2 décennies. C'est-à-dire qu'il parlait d'après 2030. Et on l'a fait en 2018. Pour vous donner des illustrations de la vitesse à laquelle vont les choses, se produisent les transformations pour le bien et pour le mal. Et là, on se retrouve évidemment avec les Russes qui ont créé des bases militaires dans l'Arctique, qui disent Novatek, on a fait un énorme terminal méthanier en GNL avec Total, qui ont, eux, construit le premier méthanier spécial vers la Chine. Alors évidemment, il faut utiliser des brises-glaces nucléaires. Et beaucoup d'investissements sont faits, puisque sur 2020-2021, 40 milliards de roubles, donc c'est à peu près 500 millions d'euros qui ont été investis. Et dans l'Arctique, c'est quand même le pôle Nord, hein, je le fais simple, hein, il y a de la glace, on a atteint des températures de 30 degrés. Comment y retrouver son latin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors écoutez, comme je vous le dis, c'est difficile seul de trancher, je vais placer sous le regard bienveillant et d'expert de François ce qu'on va se dire. Comme ça, c'est le monsieur loyal qui s'assure que je ne dis pas de bêtises. Mais on a quelqu'un qui n'est pas là avec nous, mais qui va nous joindre qu'on va joindre par téléphone, qui est un monsieur qui s'appelle Christian Dumart. Et Christian Dumart est un ancien navigateur, ça veut dire qu'il a navigué sur des voiliers. Et il a lui-même fait sur son voilier cette route du Nord. Et on avait quelques questions à lui poser au téléphone. Je connais bien Christian Dumart parce que on a commencé à naviguer ensemble, il avait 11 ans et moi 25. Oui, donc, voilà. Mais est-ce que, ah oui, mais attends, bonjour Christian. Attends, il faut mettre, je ne sais pas comment tu mets le micro pour que ça... Alors, on va faire. On l'a pas en FaceTime. Est-ce qu'il a FaceTime, Christian? Non. Bon, pendant que... Bonjour Christian, je suis Myriam Maestroni. Alors, vous avez devant vous, même si vous ne le voyez pas, un amphi parce que, voilà, il faut être créatif. Et alors, on a devant nous plein d'étudiants, un amphi plein, avec plein de mesures de sécurité. Et puis, on vous transmet un peu de compassion parce qu'on sait que vous préfériez être avec nous qu'au fin fond de votre maison. Mais voilà, on doit tous s'adapter, hein, c'est la résilience. On vous voit en photo. Je viens de raconter que vous étiez un navigateur et j'étais en train, et vous avez François Soulet qui est à mes côtés, qui disait vous connaître et peut vous présenter. Et je racontais, ou j'étais en train de raconter que vous aviez créé Grid Circle à un certain moment qui était en concurrence avec Météo France, que vous aviez beaucoup navigué, que vous étiez aussi... maître dans la navigation, donc les indications en termes de climat pour la navigation maritime. Et on avait des questions à vous poser, parce que je viens d'expliquer un petit peu à ma façon, parce que je ne suis pas une spécialiste, la route du Nord. Et justement, on se disait, quelqu'un qui l'a faite, cette route du Nord en voilier, qu'est-ce qu'il peut nous en dire? Alors, je vais essayer de mettre le micro, mais si ça ne marche pas, je transcrirai ce que j'entends dans le haut-parleur. C'est bon.
Et donc, merci d'abord de m'avoir invité. Toutes mes excuses pour ne pas y être. Mais là, j'habite dans un cluster, il y a beaucoup de personnes contaminées, donc on nous a demandé de ne pas se déplacer pour des manifestations dans lesquelles il y a du monde. Alors, pour répondre un petit peu aux questions, je ne sais pas si vous projetez les slides, les quelques slides que j'avais préparés ou pas. Oui, oui. Et donc, aujourd'hui, les routes du Nord ont une particularité, c'est que la banquise fond extrêmement rapidement donc, sur ces routes du Nord. En moyenne, on perd 13% de banquise toutes les décennies. Et le minimum annuel, donc au mois de septembre, quand on atteint la plus petite surface de banquise, on est passé en 40 ans de 7,5 millions de kilomètres carrés, donc à peu près 13 fois la France, ou à 15 fois la France, pour donner un ordre de grandeur, à 3,5 millions de kilomètres carrés, donc 7 fois la France. Donc on a 2 fois moins de banquise aujourd'hui en septembre que au début des années 80. Donc en 20 ans, 2 fois moins de banquise. Oui, tout à fait. Alors pour le passage du nord-est, donc le passage du nord-est, je vous montrerai une carte après, mais c'est le nord de la Russie. Ce passage il est largement praticable plusieurs mois par an, et même l'hiver, parce que la banquise est plus fine, il y a des cargos qui passent avec des brise-glaces maintenant. Pour le passage du nord-ouest, qui est au nord du Canada, c'est un peu plus compliqué parce que les courants généraux déplacent la banquise, en fait, ou les morceaux de banquise, puisque maintenant elle se fracture beaucoup plus qu'avant, pour faire simple, de la Russie vers le Canada. Et donc au Canada, on a beaucoup de fragments de banquise, de petits morceaux de banquise qui dérivent, et ça vient parfois bloquer les canaux, les chenaux, comme en 2018 où le passage ne s'est pas ouvert du tout. Donc l'autre chose, donc si on passe sur le slide suivant. On est au slide suivant. Ouais, donc la banquise est moins épaisse. Il y a beaucoup de fractures dans la banquise, donc l'eau se réchauffe. Quand il y a la banquise, il y a un effet de réflexion, donc la lumière du soleil est réfléchie. Par contre, dès que la banquise se fracture, les rayons du soleil peuvent atteindre la surface de l'eau, et l'eau va se réchauffer et va s'évaporer. Et donc, tous les systèmes météo sont modifiés. Dès qu'il y a de l'humidité, de l'évaporation, on va avoir des systèmes météo différents, avec globalement plus de vent, plus de tempêtes, de mauvais temps, mais aussi des anticyclones qui sont plus tout à fait aux mêmes endroits qu'avant, et des dépressions qui circulent sur d'autres endroits. Le fait que la surface de la banquise est plus petite et le fait qu'il y a plus de vent fait qu'il y a plus de vagues, parce que quand on a de la banquise, les vagues ne se forment pas, ou peu elles se propagent sous la banquise, mais elles ne se forment pas au niveau de la banquise. Donc le fait qu'il y ait moins de banquise, il y a plus de distance pour que les vagues se forment, et donc ça a tendance à fracturer d'autant plus la banquise. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Et la dérive globale du pack, donc comme j'ai dit, quand tout est fracturé, ça a tendance à dériver depuis la Russie vers les côtes canadiennes. Donc si on revient un petit peu sur les différents passages, donc le passage du nord-ouest, donc j'ai tracé le passage du nord-ouest, c'est une route assez compliquée, avec des petits chenaux en fait assez étroits. Je crois qu'il y a Atka qui est présent aujourd'hui aussi, qui pourra vous en parler très bien, puisqu'ils ont essayé de le passer en 2018, à l'année où le passage ne s'est pas ouvert. Et donc sur le passage du nord-ouest, on voit que c'est compliqué, puisque dès qu'il y a des morceaux de banquise qui viennent dériver dans ces chenaux-là, ils sont vite bloqués. Donc pas facile pour la navigation maritime. Si on prend quelques dates, donc sur le slide suivant pour le passage du nord-ouest, c'est un passage qui a été ouvert récemment, puisque le premier à l'avoir franchi, c'était Roald Amundsen en 1906. Et il l'a pas fait en une seule année, il lui a fallu 3 saisons en fait pour franchir le passage du nord-ouest. En 2007, donc 2007 c'est il y a 13 ans, c'est récent, c'est la première fois que le passage était entièrement ouvert, c'est-à-dire qu'on pouvait aller d'un bout à l'autre du passage sans qu'il y ait de glace. C'était le 21 août 2007. Et en 2018, alors que tout le monde pensait que chaque année ça allait être de plus en plus ouvert, en fait il y a tellement de banquises et tellement de morceaux de banquise qui ont dérivé, le passage ne s'est jamais ouvert. Même les brise-glaces ne sont pas passés, tous les bateaux de la compagnie de Ponant ont dû faire demi-tour.
c'était assez compliqué au niveau économique pour tous ceux qui naviguaient là-haut. Et donc c'est le réchauffement climatique qui fait que le passage est un peu plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans en fait. Pour cette dérive, et ça, on a souvent du mal à le comprendre. Alors, Ouais. non, on voit la photo de ce passage et c'est un peu paradoxal avec les annonces dont je parlais de Maersk qui disait nous on va prendre la route du Nord en 2018. Ouais. Alors, Maersk, ils sont passés sur le passage du nord-est. Donc là, maintenant, je vais parler un petit peu de l'autre passage. Sur mon slide, il y a une petite erreur. Donc là, je suis sur le slide qui est le nord de la Russie. Il y a marqué passage du nord-ouest, mais c'est le passage du nord-est. Du nord-est. Donc, voilà. Donc c'est le slide qui part de la Norvège, en fait. On voit la carte et on longe la côte de Russie jusqu'au détroit de Bering sur la droite de l'écran. Alors ce passage, par contre, il est complètement libre. Donc là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de petits chenaux. La banquise se fracture, elle fond plus vite et elle dérive vers le nord et après elle va se retrouver côté canadien. Et c'est sur ce passage que Maersk s'est passé en 2018 avec un cargo. Et il y a eu depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de trafic en fait chaque année. Et alors je disais, Christian, que la semaine dernière j'étais à Marseille et j'attendais les gens de CMA, CGM qui n'ont pas pu nous rejoindre malheureusement, mais qui sont là de cœur, que eux avaient décidé de ne pas passer par là. Et quand je leur posais la question, ils m'ont dit effectivement c'est moins long, mais trop de dégâts et la biodiversité quelque chose d'important. Exactement. Donc ce passage, j'en parle un petit peu sur le dernier slide, mais donc il permet de raccourcir les routes. Après, il y a quand même des inconvénients. C'est que ça coûte quand même cher en brise-glace, donc il faut l'escorte d'un brise-glace en général. Il y a un coût d'assurance beaucoup plus important. C'est une zone qui est fortement militarisée, donc il y a toujours un petit peu une crainte que ça se bloque, que la zone soit bloquée parce qu'il y a un exercice militaire ou autre. Et puis, une question d'image. Donc on gagne de l'argent en passant, un petit peu d'argent éventuellement en passant par cette route, mais on gagne de l'argent sur le dos du réchauffement climatique, entre guillemets. Et c'est pour ça que CMA, CGM avait refusé Ils avaient un projet, tout était monté. Et en 2018, finalement, ils ne sont pas passés dans le passage du Nord-Est. Et donc on a alors que COSCO passe, Maersk passe, COSCO a beaucoup de bateaux maintenant, quelques bateaux qui passent régulièrement. Et CMA CGM a fait le choix de ne pas choisir cette route. Alors le prix du carburant qui baisse ne va pas aider non plus au développement de la route du Nord-Est. Ça c'est sûr que l'économie est moindre avec une chute du prix du carburant seulement. D'accord. Et aujourd'hui, alors je vais rappeler à chacun qu'il y a 2 vidéos qu'on ne va pas passer, mais par contre qu'on passera, si on peut, on va passer les vidéos où vous êtes passé par cette route du Nord. Et on les mettra bien sûr sur le site de la chaîne YouTube de E5T, seront disponibles pour vous tous. Et donc, si vous aujourd'hui, votre position par rapport, faut-il passer, ne faut-il pas passer, quel arbitrage, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors aujourd'hui, la Russie a annoncé un objectif important puisqu'ils annoncent 80 millions de tonnes en 2025. Il y a déjà 23 millions de tonnes qui ont transité, donc le passage du Nord-Est, ça devient quand même une réalité, on y passe. Après, aujourd'hui, si on regarde les aspects biodiversité, l'écologie, les mammifères marins, on a très peu de recul en fait. On ne sait pas, on ne connaît pas l'impact du trafic maritime. Il y a une étude qui a été faite côté canadien sur ce sujet-là, au nord de l'île de Baffin. Il y a un petit village qui s'appelle Pond Inlet. Et donc les chasseurs, donc il y a une mine qui est dans cette région-là. Il y a à peu près 3 cargos qui passent par jour l'été, sur un passage qui fait 8000 de large. Donc on peut se dire 3 cargos qui passent pour la biodiversité, les baleines, etc. Ça n'a aucun impact. Les chasseurs disaient qu'ils ne voyaient plus de baleines, quasiment plus de baleines dans ce passage depuis que les cargos passaient. Et il y a des études de fait et effectivement les zones de reproduction des baleines se sont déplacées en fait. Donc on y était l'année dernière, on y a passé un mois cet été et
il y a des narvals encore, mais les baleines, il n'y en a quasiment plus. Et donc ils vont les chasser, quand ils ont les autorisations, ils vont les chasser ailleurs. Et donc on peut penser que le passage de 3 cargos par jour perturbe effectivement la faune. Donc c'est difficile de conclure aujourd'hui, de dire voilà, c'est un problème, ou ça peut se faire sans problème. Je pense qu'il faut y aller en tout cas avec précaution et bien analyser les effets. L'autre chose, c'est que passer dans la banquise, qui est pas complète, quand l'eau est ouverte, quand la mer est ouverte, il n'y a pas de problème. Quand on passe dans de la banquise et qu'on la fracture, s'il y a beaucoup de trafic avec des brise-glaces et des bateaux qui sont agréés pour passer dans des fines couches de glace, on va finir par fracturer encore plus la banquise et on risque d'accélérer un petit peu ce phénomène de fonte, de réchauffement, d'évaporation, etc. Donc c'est une question complexe. Écoutez, je vous remercie, Christian. Il y a beaucoup d'étudiants avec nous. Je vais pas vous passer, mais je vais donner la parole à François. En tout cas, je voudrais que les étudiants juste retiennent que quand je dis qu'on fait le mieux qu'on peut quand on fait les choses, c'est que c'est complexe. Par rapport à la complexité, il faut prendre le plus d'arbitrage possible et trouver des consensus solides. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Vous voyez, même les experts n'arrivent pas à trancher sur ces questions. Donc, on a besoin de beaucoup d'intelligence. Je vous passe Christian, François, qui a vraiment envie de vous parler, de vous soutenir à distance. Oui, Christian, salut. Bonjour. Quand j'avais pensé à toi, c'était pas sur les histoires de passage du Nord, parce que les passages du Nord, effectivement, tu les pratiques à la voile, mais c'est sur ton expérience de routeur de bateau, puisqu'il y a de plus en plus, on parle de plus en plus de cargo à voile, et je voulais que tu nous dises un mot de la capacité des routeurs à guider ces nouveaux bateaux à voile. Tu vois, donc c'est tout à fait différent du premier sujet. Ok. Et donc sur la capacité de router les cargos à voile, donc les cargos à voile, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus. Aujourd'hui, on a des économies qui vont de, on va dire, entre 20 et 35% selon les routes à peu près. Donc les cargos mixtes, je parle voile et moteur. Après, on a aujourd'hui de très bons outils pour les router. Donc je pense qu'on arrivera à augmenter à l'avenir. On sera peut-être plutôt sur 35 voire 40% d'économie dans certains cas. Surtout quand on n'aura pas trop, si on n'a pas trop de contraintes de temps en fait. C'est-à-dire que, comme tu le sais, quand on navigue à la voile, s'il faut tenir une moyenne élevée, on est obligé de mettre le moteur plus souvent. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a des beaux projets. Après, ça reste des petits cargos en termes de capacité de transport aujourd'hui. Donc, c'est bien, c'est bien d'aller vers là. Mais il y a encore du travail pour que ça représente quelque chose d'important. Après, il y a 2 voies sur les cargos à voile. Et il y en a une que je pense à... Donc il y a des cargos à voile avec des mâts classiques, etc. Et il y a une autre piste qui est développée par Yves Parlier, donc un ancien navigateur qui a participé au Vendée Globe, qui est d'installer des ailes de kite sur les cargos, des grosses ailes de kite. Et ça, c'est un avantage, c'est que ça permet d'équiper des cargos existants. Et il y a un deuxième avantage à terme avec les ailes de kite, c'est qu'on peut régler la longueur en fait de la ligne qui tient l'aile de kite. Et donc on peut aller chercher du vent plus ou moins haut en fait. Et donc ça permet, parfois quand il n'y a pas beaucoup de vent, par exemple, d'aller chercher du vent plus haut en altitude. Et donc on pourra avoir une efficacité meilleure avec des ailes de kite. Mais il y a encore pas mal d'essais à faire quand même avant de valider le process. D'accord. Est-ce que tu penses, parce que, bon, toi tu routes essentiellement des bateaux à voile pour des courses pour l'instant, mais non? Oui, beaucoup. Enfin, pour les courses, c'est beaucoup pour des bateaux qui font de la croisière. Ah oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est des bateaux de plaisance. Est-ce que tu commences à sentir des demandes de la part d'armateurs qui vont avoir des cargos à voile? Alors, il y a des demandes. Alors, pour l'instant, on est plus sur les phases d'études que des phases opérationnelles, parce qu'il navigue encore peu. C'est vraiment le début. Mais oui, il y a de la demande, et puis ça demande des outils nouveaux, parce qu'on n'est pas sur des outils de routage
vous voyez, on est sur une combinaison mixte, donc minimiser la consommation de gasoil, on a quand même des contraintes de date, on joue sur des contraintes qui sont différentes de celles qu'on peut avoir en course ou en croisière. Okay. Et donc on a développé des outils pour ça et qui fonctionnent plutôt bien. Ouais. Okay. Bon, on espère qu'on va avoir le plaisir de vous avoir, Christian, l'an prochain. On va devoir... merci pour cette contribution. Voilà. Allez, bonne journée à toi. Merci, et prenez soin de vous. Vous avez des applaudissements à distance. Merci à vous d'envoyer, c'est compliqué. Alors, j'ai le plaisir, merci François, d'accueillir Arnaud de Sainte-Marie. Donc Arnaud, vous représentez une entreprise qui a eu une idée géniale il y a 5 ans, qui s'appelle Colas, qui a fabriqué la première Wattway et qui a été lauréat des prix de l'innovation E5T il y a 3 ans, si je ne m'abuse. Et c'est un revêtement dont vous nous allez nous parler, qui est à la fois la route et la production d'énergie. Alors, dites-nous en plus de ces nouvelles routes, comment ça marche. Et est-ce que dans les ports, puisque vous savez que vous êtes ici à Dunkerque, qui a été le premier port équipé d'une prise électrique, il y a de l'espace et un marché, et d'autres ports nous suivent, je vous garantis, parce qu'à Marseille, ils me disaient, pourquoi vous faites à Dunkerque? Je dis, bon, au moment où on va se réunir, on va faire un petit peu à Paris, mais on restera dans les territoires. Donc, est-ce que les ports sont en marché? Je vous laisse la parole. Merci d'être avec nous, Arnaud. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Arnaud de Sainte-Marie, directeur business développement de Wattway. Alors, effectivement, je découvre et je suis novice dans cet univers portuaire, mais j'étais très intéressé d'écouter les différents intervenants depuis ce matin pour comprendre les différentes approches. Et je suis très content d'être parmi vous pour cet événement consacré à la transition énergétique et particulièrement autour du maritime. Wattway, vous parliez de Wattway, effectivement, je suis ici pour vous présenter cette solution qui est bien particulière. C'est donc effectivement un revêtement routier photovoltaïque qui est circulable. Alors, quelques mots sur cette technologie. Elle a été effectivement mise au point, elle a nécessité 5 ans de recherche et développement pour la mettre au point entre donc, Colas, spécialiste des infrastructures de transport, et notre partenaire, l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, qui lui est le spécialiste du photovoltaïque. Et donc, après ces 5 années de recherche et développement, nous avons décidé en 2016 de communiquer sur cette technologie de route solaire. Et depuis cette date, depuis 2016, nous sortions de laboratoire, nous avions besoin de tester cette technologie dans la vraie vie. Et donc pour nous, en tant que routiers, la vraie vie, c'est bien évidemment sur la route. Et donc nous avons fait une 50aine de sites expérimentaux sur des infrastructures de transport, à travers une dizaine de pays dans le monde, pour faire avancer, faire progresser notre technologie et en comprendre sa valeur ajoutée. Et donc depuis cette date, nous avons atteint un certain niveau de maturité qui nous permet de sortir de la technologie à proprement parler et de parler de propositions de valeur concrètes pour nos clients. Et donc nous avons pour ça créé une gamme de solutions énergétiques sur les infrastructures de transport pour produire de l'énergie renouvelable. Voilà. Quelques mots sur le rapport entre la route et les infrastructures portuaires. Pour ça, je voudrais juste revenir sur la genèse de Wattway, pourquoi et comment nous avons créé Wattway chez Colas. En fait, dans nos réflexions sur le développement durable, nous avons fait un constat. Le constat que les infrastructures de transport sont généralement utilisées qu'une partie du temps. On parle de 10% où les infrastructures sont sollicitées pour la circulation de véhicules. Et donc ça veut dire que si j'inverse la lecture, 90% du temps restant, ces infrastructures, elles sont donc disponibles pour faire d'autres choses. Et c'est là-dessus que nous nous sommes consacrés, enfin c'est sur ce point-là que nous avons démarré notre réflexion en se disant qu'est-ce que l'on peut faire d'autre avec ces infrastructures de transport puisqu'elles sont disponibles. Et donc, à partir du moment où elles sont plutôt bien orientées vis-à-vis du soleil, qu'elles sont plutôt planes, nous sommes allés assez naturellement vers le photovoltaïque. Et donc, nous avons développé ce concept de Wattway qui nous paraissait effectivement intéressant pour donner une seconde fonctionnalité à une infrastructure de transport. Avec, je dirais,
en point d'orgue un avantage certain qui est celui de ne pas artificialiser de sol supplémentaire, puisqu'on utilise déjà une infrastructure existante. Voilà. Et donc pour nous, le constat aujourd'hui, après cette petite genèse, le constat pour nous aujourd'hui, c'est que les ports de plaisance, les ports de pêche, les ports de commerce, les ports de passagers ont un point commun, selon nous, c'est qu'ils ont beaucoup d'espace. Et notre solution, Wattway, elle peut permettre vraisemblablement de valoriser une partie de ce foncier portuaire. Voilà le lien entre Wattway et les infrastructures maritimes. Alors juste quelques mots pour être concret, pour ceux qui ne connaissent pas notre technologie. Je parle de revêtement routier photovoltaïque. Concrètement, je parle de dalles. Ce sont des dalles qui font à peu près 1 mètre carré. Ces dalles, elles sont donc positionnées sur la route. Elles sont extrêmement fines, elles font quelques millimètres, 6 mm exactement. Donc elles viennent se mettre en surépaisseur de la route. On n'a pas besoin de reconstruire une route, on positionne sur une infrastructure existante à partir du moment où elle est stable. Et donc ces dalles, une fois qu'elles sont positionnées, elles sont composées de cellules photovoltaïques. Hein. Ces cellules sont des cellules traditionnelles, celles que vous trouvez dans le commerce, les mêmes que celles que vous trouvez sur des toitures. Et donc ces dalles permettent de capter l'énergie solaire, et derrière vous avez une infrastructure électrique qui permet de pouvoir réutiliser ou éventuellement stocker cette énergie. Voilà pour répondre à votre question sur la manière, le lien, je dirais, entre Wattway et les infrastructures maritimes. Alors après, beaucoup d'usages sont possibles. Je ne sais pas si vous voulez que je les développe tout de suite ou si... Non, ce qui m'intéresse vraiment, maintenant que vous avez l'ancien président des ports de France et qui connaît tous les ports de France, de Navarre et beaucoup du monde, c'est de savoir, parce qu'on aime bien les rencontres chez E5T. Et donc, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand est-ce qu'il va y avoir ces premières installations dans un port ou sur un bateau. Est-ce que ça peut aller sur le pont des bateaux ? Alors, on n'a jamais effectivement positionné ce type de système sur des bateaux. C'est une nouvelle idée pour vous. Je vous remercie. Alors, on essaie déjà de se consacrer sur les infrastructures portuaires, mais pourquoi pas. C'est sûr que c'est une solution qui peut être intéressante et qui est aujourd'hui, avec le retour d'expérience, je vous parlais tout à l'heure de nos 50 sites expérimentaux, on a un retour d'expérience qui est intéressant, aussi bien d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue client, puisque l'ensemble de ces sites ont été réalisés forcément avec des clients pilotes. Donc on a ce feedback aussi, et ça a été très important pour nous pour pouvoir parler d'usage derrière. Alors on va faire un petit test. Dans les étudiants, qui aimerait travailler pour une société comme ça, qui invente des nouvelles choses? Levez la main. Vous voyez, ça donne envie, il y a des choses à faire. Et Colas, de ces anciennes sociétés, et vous voyez, on continue à innover, à avoir des idées, à tester, à se demander quoi faire avec ces innovations. Donc je trouve que c'est très inspirant. Merci pour ce partage. Merci à vous. Et puis on se continuera à suivre l'aventure parce qu'on a vu naître les premiers essais et on sera très heureux de voir les 100 premiers sites expérimentaux et où le premier site proche du maritime. Hein. Alors effectivement, on est en discussion, il y en a déjà quelques-uns. Effectivement, peut-être pour être plus concret et parler de ce que l'on peut faire dans le maritime avec Wattway, nous avons donc réfléchi au sujet. Je vous parlais du retour d'expérience de nos clients pilotes. Et c'est sûr que ce retour d'expérience a été important, puisque sur les 3 dernières années, nous avons beaucoup échangé avec eux. Et je vous parlais tout à l'heure de gamme de solutions. Aujourd'hui, nous avons avec Wattway 3 gammes de solutions qui permettent d'utiliser très concrètement pour nos interlocuteurs Wattway. Dans ces gammes de solutions, la plus mature aujourd'hui, c'est le Wattway Pack. Alors, je vous dis juste quelques mots du Wattway Pack. Le Wattway Pack, c'est un kit énergétique. Ce sont quelques dalles Wattway, donc 3 dalles, 6 dalles, 9 dalles, 12 dalles, en fonction de la puissance que vous avez besoin pour alimenter un équipement. Ces dalles Wattway, elles sont donc positionnées sur le sol et elles sont couplées à un système de stockage de l'énergie, donc des batteries. Et avec cette énergie, on vient alimenter des équipements qui sont à proximité immédiate. Alors, ce sont généralement des équipements qui font sens pour les territoires, des équipements qui font sens pour les infrastructures portuaires. Donc ça peut être des services pour les usagers, donc par exemple de la mobilité douce, venir alimenter des mobilités douces. J'entendais monsieur parler
des marins qui viennent sur les ports et qui doivent rejoindre des centres-villes. Ça peut être par la mobilité douce. Ça peut être également par l'alimentation d'équipements qui permettent la sécurisation de ces infrastructures portuaires, avec l'alimentation par exemple de caméras, mais ça peut être aussi de l'information, des panneaux à messages variables, des panneaux d'information. Et j'ai pour ça un exemple particulier sur un port de plaisance qui est du côté de Nantes, à 30 Mous, un port sur lequel nous avons effectivement installé une station vélo qui est sécurisée et connectée. C'est un ancien conteneur maritime d'ailleurs, qui a été recyclé. Et donc dans cette station, vous pouvez venir accrocher votre vélo, vous pouvez venir le recharger. Il y a tout un système de service avec un endroit où vous pouvez stocker votre casque, votre sac et ainsi de suite. Et donc cette station vélo qui permet de recharger des véhicules à assistance électrique, elle est alimentée 100% en toute autonomie grâce à Wattway. Et donc au Wattway Pack. Un autre exemple sur Montpellier cette fois, où nous avons une caméra de vidéosurveillance qui elle fonctionne en toute autonomie depuis maintenant 1 an et demi grâce au Wattway Pack. Donc voilà, différents exemples, et nous sommes en contact avec le port de Toulon qui veut installer lui un banc connecté. Donc c'est un banc sur lequel vous pouvez avoir non seulement de la recharge de smartphone, vous pouvez également rendre autonome un hotspot Wi-Fi et un panneau d'information pour les usagers. Voilà, tout ça autonome aussi grâce à nos dalles Wattway et grâce au Wattway Pack. Je crois qu'il y aura des possibilités aussi ici. Alors je vais vous inviter à venir voir pendant que vous parliez, venez me rejoindre, ce que nous a dessiné donc Elena Salazar, que je salue, merci. Alors depuis le début, elle nous fait des dessins, donc il y aura un livre qui sortira de ça, parce qu'on a pensé que vous n'allez pas lire des tonnes de documents, au-delà bien sûr des vidéos qui seront enregistrées. Et donc voilà, vous aurez un exemplaire de ce livre avec votre exemple. Et je crois que ça permet de mieux comprendre ce dont on parle et de le rendre concret. Donc merci, merci Elena d'être avec nous et merci pour ce travail. Merci à vous. Bravo. Je passe la parole à François qui va conclure cette matinée et ensuite à Eric pour nous dire les instructions pour la suite du programme. Merci. Très bien. Alors d'abord, je voudrais prendre officiellement un engagement vis-à-vis de vous, parce que j'habite Arcachon, je viens ici à Dunkerque. Je vous promets, je ne viendrai jamais avec un train Interloop à 1000 km/h venir sur Dunkerque. Ouais, parce que je tiens à la planète et tout ça. Et ben ça, c'est le genre d'engagement qu'a pris CMA-CGM avec la route du Nord. Ces bateaux, ils ne peuvent pas passer par la route du Nord. Ils ne peuvent pas. Voilà, il faut le savoir. Pourquoi? Parce qu'il se passe sur la route du Nord exactement ce qui se passe, enfin sur la route du Nord-Est. Parce que Christian, là, il vous a parlé de la route du Nord-Ouest. Et ça fait 2 ans qu'il essaye de passer la route du Nord-Ouest et il n'y arrive pas, avec un bateau à voile. Hein. Il n'y arrive pas parce que, comme il vous a dit, elle est bloquée. Et bien, la route du Nord-Est, attendez, c'est une route qui fait 7000 km. Alors, j'ai entendu, oui, il y a eu une augmentation du tonnage sur cette route. Oui, mais il y a eu une augmentation sur le petit bout ouest de cette route, c'est-à-dire de Yamal, là où il y a la production de gaz, jusqu'à la Norvège, où là, les eaux sont quasi libre, on va dire. Bon. Mais du transit véritablement entre l'Asie et l'Europe via la route du Nord, eh ben, je vais vous dire, sur 2019, les chiffres, vous les trouverez dans les notes de synthèse de l'ISEMAR, c'est la note numéro 218. Hein, il y a eu 27 bateaux et ça a fait 700 000 tonnes. Voilà. Donc l'équivalent de 3 vraquiers qui viennent ici sur Dunkerque. Pour l'année, hein. Pour l'année. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas aussi simple, encore une fois. Hein. Et effectivement, la banquise, elle fond, c'est vrai. Sauf que, quand on regardait ces cartes, bon, ils faisaient passer la route un peu au nord. Mais il y a des îles. Et exactement comme sur la route nord-ouest, sur la route nord-est, il y a des détroits. Et dans ces détroits, la glace s'accumule et on arrive à des niveaux de glace qui sont de 3 à 4 mètres d'épaisseur. Et le bateau Maersk, il passe pas. Il ne passe pas. Le bateau Maersk, il passait entre mai et novembre. Mais si vous dites à un chargeur, monsieur, je vous transporte vos produits, mais au-delà de novembre, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais c'est pas chez moi, ben le gars, il passe pas avec vous. C'est un peu comme les bateaux à voile. Si vous dites au gars, écoutez, l'arrivée, s'il y a du vent, ça sera dans 12 jours. Sinon, ça pourrait être dans 20. Le mec, il va pas venir chez vous. Sauf avec 3 caisses de whisky et 2 sacs de cacao, et il va dire, oh, j'ai fait du transport. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que, quand on regarde, et je vais vous dire, CMA-CGM, ils ont fait le calcul.
Ils l'ont pas sorti, mais moi je le connais, j'ai la feuille. Ils ont fait le calcul pour voir quel était le coût réel d'un passage par le nord. Eh ben, il est aussi cher qu'un passage par le sud, sauf que vous pouvez le faire que 4 mois par an, et encore, à condition d'avoir les 7 pilotes successifs qu'il faut en Russie pour faire le chemin, et le brise-glace nucléaire qui va avec. Voilà. Or, aujourd'hui, les Russes, ils avaient 7 brise-glaces nucléaires, ils en ont plus que 2 pour 7000 km. Donc, vous voyez, si vous devez attendre le brise-glace qui est en Norvège pour qu'il revienne au détroit de Bering, vous avez une petite quinzaine de jours à attendre que le bateau revienne pour vous prendre en charge. Bon. Donc, tout ça, c'est bien, c'est du super fantasme. Par contre, dire sur la route en question, les Russes vont développer des ports, ils développent des ports pour faire du cabotage sibérien ou du transport depuis Yamal jusqu'à la Norvège. Oui, bien sûr. Et donc, on est à 40 millions de tonnes ou 30 millions de tonnes, je crois, c'était l'année dernière. Et les Russes se sont donné 120 millions de tonnes, mais pas des bateaux qui viennent de Chine chez nous. Vous voyez, voilà. Et je veux dire, moi, c'est un message que je souhaite faire passer à tous les étudiants de la Terre. C'est que quand on vous donne une information, allez regarder à quoi elle sert, enfin, comment elle est composée et quelle est la précision des chiffres qui vous sont donnés. Et vous apercevrez que dans bien des cas, on vous raconte n'importe quoi. Voilà. Et je veux dire, moi, quand je suis arrivé à Dunkerque, je me suis dit, réchauffement climatique, je vais acheter sur la côte, là, ça va être, dans 20 ans, c'est la côte d'Azur. Ouais, tiens, on va prendre 20 degrés, ça va être super, les grandes plages et tout, donc je vais faire une belle opération. Heureusement, j'ai trouvé un météorologue, et puis le dénommé Christian, qui m'ont dit, mon pauvre ami, tu rêves, parce que réchauffement climatique, ça veut dire la banquise qui fond, on est d'accord, mais ça veut dire l'eau qui refroidit, le Gulf Stream qui s'arrête, et donc dans 20 ans, il fera à Dunkerque, je vous l'annonce, le temps qu'il fait à New York, c'est-à-dire moins 15 l'hiver et plus 30 l'été. Voilà, du coup, je n'ai pas acheté là, j'ai acheté à Arcachon. Merci François.